Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Les conseils d'Éric et Sophie consacrés aux élèves de classe préparatoire. Aujourd'hui, nous accueillons bien sûr Éric Cobas. Bonjour Éric. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors on va parler bien sûr des classes préparatoires et du programme, et cette fois-ci on va parler des programmes, ce qu'on appelle les programmes tournants, c'est-à-dire du programme de culture générale qui change chaque année, et cette année c'est l'animal. Est-ce que tu as des conseils justement sur cette épreuve un peu particulière et très dans les feux de l'actualité aussi? Oui, et puis en même temps un peu surprenant parce que c'est pas un thème de philo classique. L'an dernier il y avait le désir, avant il y avait la sensibilité, le temps, enfin la mémoire. Donc des thèmes qui sont plus classiques. Là, l'animal, on est un peu surpris, mais les conseils restent les mêmes. Et moi j'en vois trois qui sont essentiels. Premier conseil, c'est que vous avez sûrement un très bon cours parce que vous avez un très bon prof. Et le cours, il faut le suivre. Évidemment. Évidemment. Et surtout, il faut l'apprendre. Il faut se l'approprier. Il faut le revoir. Il faut l'annoter. Il faut vraiment le digérer. Il faut que ce cours qui vient du prof, à la fin, ce soit quelque chose qui vienne de vous. Donc le cours, c'est, je dirais, c'est le pilier sur lequel on construit toute son année. Ensuite, est-ce qu'il faut, juste pour vous interrompre, est-ce qu'on relit, on fait des fiches? On en a déjà parlé des fiches, mais alors les fiches, on en parlera tout à l'heure parce que je sais que vous n'êtes pas tellement pour les fiches, une perte de temps voilà. plutôt. Voilà, ça j'ai bien compris. Mais il faut le stabiloter le cours. Ouais, il faut quasiment l'intégrer par cœur, quoi. Par cœur. Ouais, il faut savoir parfaitement comment ça s'enchaîne, quelles sont les idées, quelles sont les références. Il faut que le cours qui vous est donné par votre professeur devienne votre cours. Réellement, c'est votre bouée de sauvetage. Maintenant, à côté de ça, parce qu'il y a des cours excellentissimes, brillantissimes, il y a des cours que parfois on a peut-être du mal à suivre, ou des cours qui sont peut-être moins construits que d'autres, ça peut aussi arriver. Comment est-ce qu'on fait à côté? Alors il y a deux choses qu'il faut, donc il y avait trois conseils. Premier conseil, on est accro à son cours, et deuxième conseil, on se construit un lexique. Et ça, je crois que c'est vraiment l'idée la plus importante. La philosophie, et cette épreuve est quand même une épreuve de philo light, ça reste une épreuve de philo, mais c'est voilà. C'est d'abord une réflexion sur les mots, sur les concepts. Qu'est-ce que signifie le mot animal? Quelle est la différence y a-t-il entre le mot animal et le mot bête? Entre animalité, bestialité, etc. Donc, il faut se constituer un lexique, c'est-à-dire effectivement une liste de termes qui ont un rapport avec le thème et qui peuvent figurer dans l'énoncé du sujet. Parce qu'évidemment, la finalité, c'est de faire une belle dissertation. Et une dissertation, elle ne sera réussie que si les termes de l'énoncé ont été parfaitement pesés, parfaitement appréciés, parfaitement évalués. Donc, se faire un lexique des 50 notions qui tournent autour du thème. Sur l'animal, il y en a beaucoup, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que animal, animalité, bestialité, bête. Il y a évidemment tout ce qui relève de la question de l'instinct, par exemple, même le mot vivant, nature, etc. Donc, l'espèce. Voilà, espèce, genre, même véganisme, donc ça peut aller jusque-là. C'est un sujet aussi très politique, en fait, totalement. l'animal. Spécisme et antispécisme. Voilà. À mon avis, il y a quelques pentes glissantes. Oui, il va y avoir des beaux sujets. Je pense que c'est super intéressant. C'est un sujet très intelligent, très déconcertant et à mon avis très stimulant. Moi, j'essaie de le travailler aussi dans d'autres circonstances et c'est vraiment, vraiment très très bien. Donc voilà, un beau lexique. Parce que le lexique va vous permettre de mieux travailler vos énoncés. Et il y a les termes qui sont liés évidemment à l'animal, mais il y a aussi les termes qui sont appelés par une confrontation de la question de l'animal à des questions qui sont, on va dire, périphériques. Par exemple, si vous avez un sujet sur le langage de l'animal, ou bien faut-il concéder des droits aux animaux, il faut revenir sur le sens du mot « droit ». Dans le sens du mot langage. Donc essayez d'explorer aussi quels peuvent être les autres termes de l'énoncé qui pourront être mobilisés dans le cadre de la formulation du sujet. Il ne faut quand même jamais oublier une chose, c'est que la deuxième année, celle où il y a un thème, fait suite à la première année. Bravo, on est content de l'évidence. Mais ça veut dire juste qu'en première année, on a dû travailler toute une série de notions générales qui peuvent être ensuite mises en rapport avec le thème particulier de l'année suivante. Donc jamais oublier que, voilà, ça ne sera jamais l'animal point. Ce sera l'animal et la passion, voilà, l'animal et le langage, voilà, exactement. L'animal et le... Ou l'intelligence animale, par exemple, des choses comme ça. Donc, le droit de l'animal.
voilà, ou faut-il être bête pour ne pas reconnaître l'intelligence des animaux? Vous voyez, des choses comme ça, des jeux sur... Il peut y avoir plein de sujets très sympas. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire qu'un lexique, c'est, je dirais, le deuxième conseil le plus utile. Premier conseil, le cours. Deuxième conseil, un lexique. Et troisième conseil, jamais oublier que cette épreuve est une épreuve de CSH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est culture et sciences humaines et qu'il ne s'agit pas de se ramener seulement à une approche philosophique, que la littérature, que l'histoire de l'art sont aussi bienvenus pour traiter la question de l'animal. Et aborder l'animal par la métamorphose de Kafka, par exemple, par, je ne sais pas, la petite nouvelle de Balzac sur donc, la passion dans le désert, donc, qui est une petite nouvelle assez rare, qui raconte l'histoire d'un soldat de Napoléon avec une panthère noire. Voilà, tout ça sont des sujets qui peuvent être aussi, des références qui peuvent être aussi amenées dans le cadre de l'argumentation. Et voilà, jamais oublier que la peinture, la littérature, le cinéma peut-être aussi. Voilà, le cinéma absolument, voire d'ailleurs la musique, je pense au Carnaval des animaux de Saint-Saëns, voilà, tout ça peut être mobilisé et même parfois, je dirais, au profit de la copie, parce qu'on est souvent, quand on est correcteur, intéressé par une référence à laquelle on n'avait pas pensé, plutôt que de relire pour la énième fois le topo sur l'animal machine de Descartes. Genre, tout le monde va avoir avalé évidemment 10 fois dans l'année. Voilà. Alors merci Eric. Et est-ce qu'il y a des lectures à conseiller pour le thème justement de l'animal? Alors il y en a beaucoup, mais c'est vrai que voilà, à ce stade de l'année, il faut aller à des choses qui sont faisables. En général, les lectures, on les réalise pendant l'été, quand c'est des lectures difficiles, un peu longues. Moi, j'en vois quelques-unes quand même qui peuvent être très utiles et très rapides. Donc, évidemment, dans le champ philosophique, la lettre au marquis de Newcastle de Descartes, avec ensuite la réponse de La Fontaine, avec le discours à Madame de la Sablière sur la question de l'animal-machine, en sachant bien que c'est dans la perspective cartésienne à remettre en perspective avec plein d'autres choses. Dire que l'animal est une machine, c'est dire qu'il n'est pas de la même nature que la nature humaine. Enfin bon, évidemment, il faut aller au-delà de la métaphore. Donc il y a ce référentiel-là qui est évidemment indépassable. Ce sont des textes courts, donc qui sont facilement appréhendés à ce stade de l'année. Je pense aussi effectivement aux considérations intempestives de Nietzsche, en particulier tout ce que Nietzsche écrit dans la deuxième considération concernant la mémoire de l'animal, l'idée que l'animal, finalement, ce qui fait son bonheur, c'est qu'il oublie et qu'il n'est pas capable de retenir le passé, qu'il est dans un éternel présent. Toute la thématique nietzschéenne aussi de la grégarité, donc de la répétition du troupeau. Voilà, tout cet aspect-là est aussi évidemment très intéressant concernant l'animal. Ce sont des lectures rapides, ce sont des textes brefs. Pensons aussi à Rousseau, relire effectivement le second discours de Rousseau concernant donc l'état de nature et puis le rapport justement à la vie sauvage, c'est aussi intéressant, c'est des choses qui sont importantes. Donc voilà, ce sont des textes faciles d'accès qu'on peut s'approprier vite à ce stade de l'année. Et puis à côté, il ne faut jamais oublier, donc CSH, culture et sciences humaines, il y a aussi la littérature. Et là, il y a des petits textes très intéressants à condition de chercher à les penser, quoi, d'investir un peu la signification de ce qu'ils donnent à lire. Je pense bien sûr à la métamorphose de Kafka, évidemment, et puis à Une passion dans le désert, ce petit texte de Balzac qui est très peu connu, qui est très intéressant, et puis enfin, donc, évidemment, le roman donc, de Vercors, qui s'intitule Les animaux dénaturés, qui interroge ce fameux missing link, ce chaînon manquant entre le singe et puis l'homme. Voilà, quelques textes, 5-6. À ce stade de l'année, bon, voilà, il vaut mieux... Est-ce qu'il y a des références, ça c'est j'imagine des références qu'on donne à l'école, mais est-ce qu'il y a des références peut-être plus originales? Est-ce qu'on peut par exemple citer La planète des singes, des choses qui me viennent à l'esprit quand on pense à l'animal? Bien sûr, mais alors à ce moment-là, il faut aussi, il faut en dire quelque chose d'original. On peut aussi par exemple penser à l'animal sous des formes plus consuméristes, comme par exemple des peluches. L'ours, l'ours en peluche, qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, le rapport à l'animal n'est pas simplement, bien sûr, limité à des références académiques. On peut aller chercher du côté, évidemment, de la pop culture,
du côté de la consommation, on peut aller voir du côté de Winnie l'ourson, c'est intéressant. On peut aller voir du côté d'Hello Kitty, on peut aller voir, voilà. L'animal, il est autour de nous et pas simplement dans la littérature ou le voilà, cinéma. Voilà, pas seulement dans la littérature et dans le cinéma, il est aussi effectivement à chaque instant dans la consommation. Et on consomme de l'animal, pas simplement sous la forme de steak, hein, mais aussi évidemment sous la forme de toys ou bien de petits jouets. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir. Est-ce qu'il y a quand même, moi je pense à un écueil, est-ce qu'on peut nous reprocher de donner notre avis? Il y a les pros et les anti-corrida par exemple, ceux qui sont évidemment les véganes. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un écueil justement de se lancer dans quelque chose avec plus d'opinion finalement et qui pourrait être préjudiciable à une bonne note? Alors, je crois qu'il y a deux choses. D'abord l'idée, est-ce qu'il y a des références qui sont interdites? Moi je crois pas. Tout dépend du commentaire qu'on en fait. Donc on peut très bien argumenter sur Mickey et effectivement sur tout le bestiaire de Walt Disney et faire des choses très intelligentes. Sur Tintin, Milou, enfin on peut faire plein de choses. Ça, sur les références, à mon avis, il n'y a pas de tabou. Après, il y a la question effectivement de l'engagement idéologique. Alors là, ça porte à... Ta question à un autre niveau, et ce sera le niveau spécisme, antispécisme, hein, ouais. Ceux qui considèrent que voilà, l'espèce humaine est supérieure et que les espèces animales sont inférieures, avec après l'ouverture sur le véganisme, enfin, et toutes ces manifestations de ce qu'on appelle la deep ecology. Là, on est dans l'idéologie, et il est bien évident que l'affirmation d'une idéologie comme ça pure et dure, comme une sorte d'autorité, c'est pas recevable. En revanche, essayer de comprendre la posture de ceux qui disent que finalement, à partir du moment où il y a de la douleur, où il y a de la souffrance, il y a forcément des droits et du respect. Voilà, mais il faut aller au bout parce que c'est toujours la même histoire. Hein. Effectivement, la perspective utilitariste, ne pas faire souffrir un animal inutilement, je crois qu'on est tous désormais d'accord là-dessus, bien sûr. Une des vraies difficultés sur la question de l'animal, c'est l'extraordinaire diversité de ce qu'il y a derrière le mot animal. Un acarien, c'est un animal, d'accord? Un dauphin, c'est un animal. Moi, je pose la question, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un acarien et un dauphin? C'est une vraie question. Je vous laisse y répondre. Voilà, merci. Voilà. Une autre question, est-ce qu'on doit faire des fiches de lecture avec ces ouvrages ou même ces pièces de théâtre, ces films ou toutes ces références culturelles? Est-ce que les fiches de lecture finalement sont à bannir comme les fiches tout court ou est-ce qu'on doit quand même en faire un usage intéressant? Alors voilà, c'est la question qui fâche. Je me suis fâché depuis des années sur cette question-là avec plein de gens. Voilà. D'abord, en philo, faire des fiches, à mon avis, c'est stupide. Hein. Donc, tout ce qui relève de la philo relève de l'intériorisation d'un raisonnement. Donc, on ne va pas faire une fiche sur un raisonnement, ça n'a pas de sens. Maintenant, admettons qu'il y ait des connaissances à essayer d'établir et à conserver. Une fiche de lecture, déjà, le concept même de fiche de lecture me paraît totalement fou. J'ai enseigné plus de 20 ans en classe préparatoire et il m'est arrivé à plusieurs reprises, en particulier quand j'étais professeur en Cagne, donc alors là c'était sur des fiches de lecture de gros manuels d'histoire, de gros textes d'histoire, de voir des étudiants qui passaient des heures à mettre en fiche donc de gros livres, et puis ensuite les fiches étaient tellement épaisses que le mois d'après je passais les voir, donc qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et ils me disaient, je mets en fiche mes fiches. Donc quand on est à ficher ses fiches et après on va ficher les fiches, voilà, ce que je veux dire par là c'est que souvent la fiche de lecture, il faut arrêter de se mentir. Il y a une espèce d'hypocrisie, voilà, on fait semblant de... Bon, souvent... Non mais une fiche de lecture ça peut être intéressant pour mieux se souvenir du nom des personnages. Parfois on lit un livre et on s'en souvient plus trop. Pour ça il faut que la fiche soit bien faite et qu'il soit quelqu'un qui l'ait corrigée. Donc, comme ce n'est pas le cas, déjà, au revoir. Ensuite, bon, s'il faut se souvenir des choses, moi je vous dis, il y a une chose très facile, je comprends, moi j'ai pratiqué aussi quand j'étais étudiant, c'est le livre lui-même. Vous avez un bouquin, vous stabilez et vous écrivez dans la marge. Et la fiche de lecture, c'est votre livre. Vous n'allez pas passer des heures, parce qu'en fait, c'est super chronophage. Merci beaucoup, merci, c'était passionnant comme toujours, Eric. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission des conseils d'Eric et Sophie. À très bientôt, ciao.